Taïwan est un sujet brûlant. Le 13 janvier 2024, c'est Lai Ching-te, candidat du Parti démocrate progressiste, qui remporte les élections présidentielles taïwanaises. C'est la 3e fois consécutive que le parti gagne ces élections. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui sur Diplo ? La victoire du Parti démocrate progressiste constitue un revers majeur pour la Chine. C'était la pire des issues pour le Parti communiste chinois de Xi Jinping. Mais la société taïwanaise a su résister aux opérations d'ingérence chinoise. Les électeurs de Taïwan rejettent les avertissements de la Chine et offrent au parti au pouvoir une 3e victoire présidentielle consécutive historique. La Chine a de nouveau menacé Taïwan après la victoire de Lai Ching-te à l'élection présidentielle de l'île. La réunification est inévitable. Le triomphe électoral du Parti pour l'autonomie de Taïwan intervient à un moment crucial au vu des contextes de tensions militaires croissantes dans la région. En fait, les services de renseignement occidentaux, et en premier lieu ceux des États-Unis, estiment que la Chine pourrait tenter d'envahir Taïwan entre 2025 et 2027. En géopolitique, 2027, c'est demain. D'autres analystes considèrent au contraire que ce scénario ne se produira pas avant plusieurs années, mais ils n'écartent pas pour autant la probabilité qu'un tel scénario prenne place dans un futur proche. En tout cas, les efforts de l'armée populaire de libération, l'armée chinoise, pour monter en puissance, visent justement à répondre aux tensions géopolitiques en Extrême-Orient. Or, si les experts militaires de l'armée US ont raison, si la Chine tente effectivement d'envahir Taïwan entre 2025 et 2027, alors ça veut dire que ce sera le président Lai Ching-te et son gouvernement qui seront chargés d'assurer la défense de l'île. D'où l'importance du cycle électoral qui vient de se boucler. Les Taïwanais ont dû en quelque sorte choisir celui qui serait leur Zelensky à eux. Et de par le profil de celui qu'ils ont élu, c'est-à-dire un partisan de l'autonomie taïwanaise, le coup politique a été rude pour le Parti communiste chinois qui espérait voir émerger un candidat plus favorable à la ligne politique de Beijing. Alors, qui est ce Lai Ching-te qui devra gouverner la province rebelle et qui sera appelé à garantir la défense de toute la nation? Et pourquoi est-ce que les Taïwanais ont rejeté le parti pro-chinois? Dans cette vidéo, on va tout expliquer. En Asie orientale, la démocratie est un phénomène politique encore très récent. C'est le cas en Corée du Sud, mais aussi à Taïwan. Depuis les années 90, la province rebelle n'a organisé que 8 élections présidentielles et les derniers cycles ont été particulièrement spéciaux. À l'écran, les résultats de l'élection présidentielle d'il y a quelques semaines. Et ce qui saute aux yeux, c'est que la victoire de Lai n'a rien d'écrasante. On n'est pas du tout dans une configuration de tsunami électoral en faveur du PDP. Surtout quand on compare ses stats à celles de 2020, quand Tsai Ing-wen avait accumulé plus de 57% des voix. En seulement 4 ans, le parti au pouvoir a perdu pas moins de 17 points. Lai Ching-te n'est pas du tout aussi populaire que sa prédécesseur Tsai Ing-wen. Et on ne parle pas que des élections présidentielles, mais aussi des législatives. Au Parlement, le PDP a perdu 10 sièges de députés, et donc la majorité absolue. En revanche, à un vote près, les nationalistes du Kuomintang ont réussi à dépasser le PDP. 52 sièges pour le KMT contre 51 pour le PDP. Du coup, il est normal que le président du Parlement ait aujourd'hui issu du KMT. Alors, qu'est-ce que ça traduit ? Tout simplement que la gouvernance taïwanaise va être particulièrement instable au cours des prochaines années. Les gens, ce dont on peut être absolument certain, c'est que le Parti communiste chinois va tout faire pour tirer profit de cette instabilité, d'un pouvoir fragilisé par un parlement qui ne lui est pas forcément acquis. On n'est pas encore dans un scénario de parlement d'opposition, mais on est quand même passé d'une majorité absolue à une majorité relative, ce qui suppose des tractations et des compromis entre le parti au pouvoir et les autres groupes politiques. Et cette marge de manœuvre limitée va compliquer la tâche des autorités taïwanaises pour définir une stratégie de défense efficace contre les actes de provocation de la Chine populaire. Mais est-ce qu'il y a vraiment une différence entre tous ces partis politiques ? En quoi leur posture à l'égard de la Chine populaire les différencie-t-elle les unes des autres ? En gros, est-ce qu'on est en train d'assister à l'émergence d'un mouvement pro-Chine au sein de la société taïwanaise ? On passe au chapitre suivant. 2 Chines et 3 matchs.
Traditionnellement, depuis l'avènement de la démocratie taïwanaise, la scène politique du pays se caractérise par un système bipartite. D'un côté, il y avait le parti nationaliste chinois, le Kuomintang, et de l'autre, le parti démocrate progressiste. Sauf qu'au cours de cette dernière élection, le système bipartite a cédé sa place à un système tripartite. Pour bien comprendre toutes les nuances et surtout comment la Chine a gagné en influence sur la scène politique taïwanaise, on va y aller étape par étape. Pour commencer, on a le Kuomintang. Pour résumer, c'est le parti conservateur, traditionnaliste. C'est le parti préféré des élites nationalistes et des militaires. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est que ces dernières années, le parti a adopté une posture toujours plus favorable à la Chine populaire. À la base, le Kuomintang, c'est le parti de Chiang Kai-shek. Et Chiang Kai-shek, c'est qui ? C'est le père de la nation taïwanaise dans sa forme moderne. Il a d'ailleurs gouverné l'île jusqu'à sa mort en 75. En fait, c'est en 49 que Chiang Kai-shek perd la guerre contre les communistes de Mao. Il part donc s'exiler sur l'île de Formose. Il emmène avec lui ce qu'il restait de la République de Chine. Il établit alors à Taïwan un régime autoritaire et militariste. Aux yeux du Kuomintang, la République de Chine, qui est le nom officiel de Taïwan, est la seule et unique Chine légitime. De leur point de vue, la République populaire de Chine qu'a fondée Mao Zedong sur le continent est un État illégitime, né de la violence et soutenu par des puissances étrangères. En sachant cela, on pourrait naturellement s'attendre à ce que le Kuomintang ait des positions extrêmement dures à l'égard du régime communiste chinois, n'est-ce pas? Mais vous verrez que ça a pas mal changé avec le temps. En fait, au départ, le Kuomintang considérait que la République de Chine était la seule Chine légitime. Taïwan n'est pas Taïwan en tant que telle, mais elle fait partie d'un ensemble plus grand de la Chine qui inclut aussi le continent. Dans l'esprit du Kuomintang, les Taïwanais ne sont pas des Taïwanais mais des Chinois. C'est l'idée derrière le principe d'une seule Chine. Un principe également reconnu par la Chine populaire et la presque totalité de la communauté internationale. Sauf que cette Chine unie, celle que le Kuomintang idéalise, elle serait gouvernée par un gouvernement en exil à Taipei. Bon, le truc c'est qu'avec le temps, ce nationalisme au sein de la société taïwanaise, cette ferveur pour une Chine unie, elle s'est un peu évaporée. D'après une enquête fin 2023 du Pew Research Center, 60% des Taïwanais se sentent exclusivement taïwanais. Ça laisse 28% qui se sentent taïwanais et chinois et seulement 3 petits pourcents qui se sentent chinois. Pour survivre, le Kuomintang a dû s'adapter. À présent, il doit maintenir l'équilibre entre le principe d'une seule Chine unie et celui de l'autonomie de l'île, à laquelle peu de Taïwanais sont prêts à renoncer. Et pour réussir à conserver cette autonomie, le Kuomintang considère que le meilleur moyen est d'entretenir des relations cordiales avec son voisin communiste. Du coup, le paradoxe, c'est que le parti qui était autrefois le plus farouche adversaire du régime communiste chinois est aujourd'hui celui qui prône l'apaisement et le respect mutuel. On dit pas ça dans le vent, on a des exemples concrets. Gardez bien à l'esprit que le Kuomintang a gouverné le pays entre 2008 et 2016. Sous sa présidence, les relations avec la Chine populaire se sont tellement améliorées que des liaisons aériennes directes ont été établies entre les principales villes des deux pays. En parallèle, de très nombreuses restrictions qui affectent les investissements chinois à Taïwan et taïwanais en Chine ont été levées. Autrement dit, le Kuomintang était dans une démarche de normalisation des relations sino-taïwanaises. Mais au sein de la société taïwanaise, pas tout le monde voyait d'un bon œil cette dynamique de réconciliation. En 2014, le mouvement Tournesol fait son apparition. Au départ, c'était une simple série de manifestations étudiantes suite à la signature, toujours à l'initiative du Kuomintang, d'un accord de libre-échange entre Taipei et Beijing. If you were to become Taiwan's president, would you seek a meeting with Xi? The most important thing at this stage is that we in Taiwan still have to stabilize this area in the Taiwan Strait. Therefore, we must first improve our own national defense armaments and our own self-defense capabilities. Of course, in the process of improvement, we will start with dialogue. With the current situations in Taiwan, in fact, we still have a long way to go. C'est ça la stratégie du Kuomintang. Dialoguer, dialoguer et dialoguer. En revanche, le PDP, son grand rival sur la scène politique taïwanaise, est beaucoup plus favorable à une approche souverainiste. Fondé en 86, en pleine période d'ouverture démocratique, le parti
fait une distinction claire entre Taïwan, un État souverain, et la Chine, une puissance hostile étrangère. Mais le PDP, il n'est pas non plus suicidaire. Il sait que même au pouvoir, il ne peut pas déclarer l'indépendance car la Chine populaire a prévenu. Un tel acte de sédition serait considéré comme une déclaration de guerre et entraînerait une riposte militaire immédiate. Le PDP veut l'indépendance, mais réalistiquement, il n'est pas en mesure de garantir au peuple taïwanais qu'il restera indépendant. N'empêche que les gouvernements successifs du PDP arrivent plutôt bien à faire sortir les autorités chinoises de leur gonds. À chaque fois que le PDP remporte des élections, Beijing monte dans les tours et profère des menaces de rétorsion, jusqu'à présent restées vaines, à l'encontre des autorités taïwanaises. Par exemple, sous la présidence de Chen Shui-bian, qui a gouverné de 2000 à 2008, le gouvernement taïwanais a officiellement déclaré l'existence d'une identité nationale bien distincte de celle de la Chine continentale. C'était en quelque sorte une déclaration d'indépendance, mais dans un format ultra allégé. Sur la même période, le gouvernement issu du PDP a suggéré la création d'une nouvelle constitution qui mentionnerait l'autonomie de Taïwan, ouvrant la voie à une future déclaration d'indépendance. Mais en 2008, un scandale majeur de corruption a failli faire chuter le gouvernement. Le PDP finit par perdre les élections suivantes, ouvrant la voie à un retour au pouvoir du Kuomintang. En 2016, Tsai Ing-wen du PDP bat le candidat du Kuomintang et devient la première chef de l'exécutif. Et l'un des éléments pour expliquer sa popularité, c'est qu'elle défendait farouchement l'identité nationale taïwanaise en la séparant bien de celle de la Chine continentale. Et elle s'y est si bien prise que la communauté internationale n'a rien fait pour l'en dissuader. En témoignent par exemple les nombreuses visites de parlementaires européens à Taïwan et les visites semi-officielles de Tsai Ing-wen dans des pays alliés, notamment les USA. Une démarche qui a évidemment fortement déplu à la Chine populaire. Or, le nouveau président, Lai Ching-te, qui a longtemps été le disciple de Tsai Ing-wen, compte bien suivre les traces de sa prédécesseur. It is that Taiwan is already a sovereign independent country called the Republic of China. It's not part of the People's Republic of China. The ROC and PRC are not subordinate to one another. It is not necessary to declare independence. Sauf que voilà, en 2024, les deux partis antagonistes, le PDP et le Kuomintang, ont dû composer avec la participation d'un nouveau parti d'envergure, le Parti populaire taïwanais. Ce parti a vu le jour en 2019 et il a très rapidement gagné en traction. Et lors des dernières élections, il a fait un score franchement très honorable, près de 26% au présidentiel. Ce formidable succès représente une véritable gifle pour le PDP et le Kuomintang. Ces deux partis ont alors réalisé qu'ils avaient complètement délaissé un bon quart de l'électorat, qui ne se sentait absolument pas représenté par les deux partis historiques. Donc, qu'est-ce qui fait la spécificité du Parti populaire de Taïwan ? Eh bien déjà, ils sont en faveur du maintien du statu quo avec la Chine populaire. Enfin, c'est comme ça qu'on le comprend, parce qu'on ne fait que supposer. En réalité, les porte-paroles du parti n'ont pratiquement pas abordé la question durant la campagne pour les présidentielles. En gros, ils font l'autruche. Mais ça n'a pas non plus fondamentalement bouleversé l'équilibre politique de la société taïwanaise, qui reste très divisée sur la question chinoise. Les uns souhaitent la normalisation avec Beijing, les autres le maintien du statu quo, voire le renforcement de l'autonomie taïwanaise. À présent, on se pose d'autres questions. Pourquoi le résultat des dernières élections taïwanaises sont-elles une si mauvaise nouvelle pour Beijing ? Chapitre suivant. Un roman national périmé ? Franchement, la politique taïwanaise est pleine de contradictions. Le meilleur exemple de cela, c'est que ce sont les nationalistes du Kuomintang qui prônent le rapprochement avec l'ennemi juré, le Parti communiste chinois. En fait, le Kuomintang se base sur le consensus de 1992 pour définir sa politique extérieure à l'égard de la Chine continentale. Alors, ce consensus, qu'est-ce que c'est ? En fait, en 92, les leaderships chinois et taïwanais ont reconnu le principe d'une seule Chine, mais ont admis qu'ils avaient chacun une interprétation
différentes de leur identité nationale. Sauf qu'à Taïwan, l'opposition interne a considéré que ce consensus ne pouvait pas constituer une politique d'État, mais devait être considéré comme une politique de parti. Pour l'ex-présidente Tsai Ing-wen, ce consensus n'est qu'une enveloppe marketing pour mieux faire passer le principe d'un pays, deux systèmes. Celui-là même qui s'appliquait au cas hongkongais, avant qu'en 2019, le régime de Beijing ne rompe sa promesse faite au Royaume-Uni et à la société civile hongkongaise lors de la rétrocession en 97. Et si le PCC a déjà trahi ses engagements pris avec Hong Kong, alors pourquoi est-ce qu'il ne le referait pas avec Taïwan? Que ce soit de la naïveté ou une collusion volontaire, cette ambiguïté entre le PCC et le Kuomintang a précipité la chute du parti nationaliste taïwanais qui n'a pas réussi à se faire réélire depuis. Ça va quand même faire 3 mandats présidentiels qu'ils sont dans l'opposition. D'ailleurs, aux dernières élections présidentielles, entre ceux qui ont voté, soit pour le PDP, soit pour le Parti populaire de Taïwan, ça fait quand même 66%. 2 Taïwanais sur 3 qui désavouent le Kuomintang et donc le consensus de 92. Les Taïwanais ne croient plus en l'idée d'une seule Chine. Évidemment, les autorités chinoises s'y attendaient. Les sondages indiquaient déjà une tendance qui leur était défavorable. Le problème qui s'est donc posé pour Xi Jinping, le président chinois, c'est que le seul parti qui pouvait œuvrer au rapprochement entre les deux nations n'a pas seulement perdu, il a carrément été écarté du jeu politique. Le rêve de Beijing d'une annexion pacifique de Taïwan s'efface à grande vitesse. Pas de solution, un pays, deux systèmes à la hongkongaise pour Taïwan. Et puis, les Taïwanais ils se font pas d'illusions. L'expérience hongkongaise qui a viré au drame en 2019 a créé un traumatisme, mais surtout a servi une belle leçon à l'une des démocraties les plus abouties de l'Asie d'Extrême-Orient. Ils savent qu'ils sont les prochains et ils savent aussi qu'ils ne peuvent pas se payer le luxe de faire confiance à la Chine populaire. Ok, maintenant qu'on a un meilleur aperçu du bouleversement sociologique profond du paysage politique taïwanais, qu'en est-il de celui qui devra très probablement défendre son pays contre une invasion chinoise? Déjà, avant d'être élu président, Lai Ching-te avait été Premier ministre entre 2017 et 2019, puis vice-président à partir de 2020. Son mandat devait s'inscrire dans la continuité de celui de Tsai Ing-wen qui est arrivé au pouvoir en 2016. C'est-à-dire que Lai Ching-te sera un ardent défenseur de l'autonomie taïwanaise. D'ailleurs, le vice-président actuel de Lai Ching-te est un proche des cercles du pouvoir à Washington. Et c'est normal, vu qu'elle a été représentante de Taïwan auprès des États-Unis. Bref, les autorités taïwanaises ne sont pas enchantées par la tournure des événements. N'empêche que leurs réactions ont été très mesurées. Déjà, 2 jours après le scrutin, Beijing a officialisé ses relations avec l'île micronésienne de Nauru, un tout petit état de seulement 12 000 habitants. Ça reste un énorme coup géostratégique. L'un des derniers pays à reconnaître Taipei a choisi le camp de Beijing. Le signal, choisissez le chemin de l'indépendance plutôt que celui du rapprochement et on vous isolera encore plus. Mais le PCC en même temps, il est futé. En plein apaisement des tensions avec Washington, il ne bougera pas avant les élections états-uniennes fin 2024, histoire de savoir quelle sera la ligne de la Maison Blanche sur la question taïwanaise. Et puis, Beijing attend aussi de voir comment ça évolue au sein de la société taïwanaise. Et ça, on le verra dans le chapitre suivant. La promesse d'une autonomie taïwanaise. Dans les années 90, durant l'ouverture démocratique, la majorité de la population se considérait à la fois taïwanaise et chinoise. Mais 3 décennies plus tard, la donne a changé. Actuellement, 2 Taïwanais sur 3 se sentent uniquement taïwanais. Quant à ceux qui se sentent uniquement chinois, ils sont en voie d'extinction. Ces stats reflètent bien la débâcle du camp nationaliste, mais aussi l'échec du principe d'une seule Chine. Non seulement les Taïwanais rejettent l'idée d'un rapprochement avec la Chine populaire, mais en plus, ils ne s'identifient plus avec la République de Chine, qui est pourtant le nom officiel de Taïwan. Pour la population taïwanaise dans son immense majorité, Taïwan n'est rien d'autre que Taïwan. Alors, est-ce que ça signifie pour autant que les Taïwanais seront une majorité à soutenir une déclaration d'indépendance? Pas forcément. Beijing l'a dit très clairement. Si Taïwan déclare son indépendance, la Chine
attaquera. Pour le moment, il semblerait bien que la position privilégiée par les Taïwanais soit le maintien du statu quo. Actuellement, l'indépendance taïwanaise est presque aussi impopulaire que l'unification avec la Chine continentale. D'où le formidable essor du Parti populaire de Taïwan, qui a décidé d'ignorer la question, ce qui revient de facto à défendre le maintien du statu quo avec la Chine populaire. Les responsables du nouveau parti préfèrent se pencher sur d'autres questions. Les jeunes électeurs taïwanais s'inquiètent des questions matérielles et existentielles. Pour une circonscription clé, les élections, il s'agit tout autant de questions plus matérielles telles que les salaires, l'inflation, la sécurité énergétique, l'égalité et la justice sociale. Le truc, c'est que Xi Jinping, il n'en veut plus du statu quo. On le sait, le régime communiste chinois s'intéresse de plus en plus à l'option militaire pour annexer Taïwan. Or, le Parti populaire de Taïwan ne propose ni de renforcer sa défense nationale, ni de se rapprocher de l'allié états-unien, ne serait-ce que pour sa formidable capacité de dissuasion. Les adhérents à la ligne du parti sont en déni total. Bref, pour l'instant, c'est le PDP qui gouverne, et c'est à lui que revient la responsabilité de préparer le pays à une future invasion de l'île. On verra ce que le futur nous réserve. À ton avis, quelle est la meilleure stratégie pour le PDP? Et puis, que penser des aspirations de la jeunesse taïwanaise? Ont-ils raison de privilégier le maintien du statu quo? Dis-nous ce que t'en penses dans les commentaires, on espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi, like-la et partage-la. Et nous, on te dit à très bientôt pour plus d'actu internationale.